Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la dernière présentation de ce Paris-Nice 2023. Et oui, dernière étape de ce Paris-Nice, l'étape numéro 8 entre Nice et Nice. On va revenir un petit peu sur ce classique de Paris-Nice désormais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris pour cette étape. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, EPS 2.0 sur Spotify, TikTok également avec le débrief juste après l'arrivée de l'étape. Vous avez le débrief là, je dirais 20 minutes après, le temps que ça s'upload sur les réseaux sociaux, le débrief rapide sur TikTok de la journée. Un avant-goût de la vidéo du soir. Dernière étape de Paris-Nice, dernière étape qui est, j'appelle souvent l'étape la plus dure à contrôler, la plus difficile de ce Paris-Nice 2023 parce qu'elle est incontrôlable. Ce sont des montagnes russes sur cette étape-là dans l'arrière-pays niçois, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour un peloton de s'organiser. Déjà parce que les descentes sont techniques, mais parce que, en fait, à chaque moment, il va y avoir des cassures. Des cassures sont possibles à chaque moment dans cette étape. Il se passe toujours des choses dans cette étape. Ça fait, sur les 20 dernières années, on a dû avoir 15 ou 16 fois cette version-là d'étape, alors avec des montées parfois différentes, des longueurs parfois différentes. Ça fait depuis 20 ans voilà, que cette dernière étape en circuit autour de Nice existe. Il faut savoir que moi j'ai vu la première édition de cette dernière étape autour de Nice, parce que pendant très longtemps, l'arrivée de Paris-Nice était un contre-la-montre sur le col d'Aise. Contre-la-montre qui était... alors moi je ne l'ai pas connu le contre-la-montre, et la première année où j'ai regardé Paris-Nice, donc c'est 2003, où j'ai suivi vraiment complètement Paris-Nice, 2002 ou 2003. C'est la première année où on a le final en circuit, comme ça, je ne sais plus c'est quelle année hein, on a le final en circuit. La course avait été rachetée par ASO. ASO s'était dit il faut qu'on dynamise la dernière étape, parce qu'ils avaient racheté la course à Laurent Fignon, qu'il l'avait racheté au précédent organisateur qui je crois était le Journal La Provence, je ne sais plus qui organisait au départ Paris-Nice. Et ils se sont dit bah oui il faut qu'on trouve une solution pour dynamiter un petit peu cette dernière étape, pour créer du suspense jusque dans le dernier jour. Et ils se sont dit tiens, l'arrière-pays niçois, il y a peut-être des choses à aller chercher. Et puis ils se sont dit tiens, au lieu de faire une étape de 170 km comme on faisait à l'époque sur les étapes de montagne, eh ben on va la raccourcir. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai vu une étape de moins de 130 km. Ça peut vous paraître assez dingue maintenant aujourd'hui, parce que l'étape sur les Champs-Élysées, par contre, par exemple sur le Tour de France, fait 110 km grand maximum. Mais moi j'ai connu la dernière étape des Champs-Élysées où ça faisait 160 km. On se faisait chier pendant 2h30. Hein. C'était une longue procession. Maintenant, bon, les gens ne connaissent plus ça parce que maintenant on s'ennuie pendant 30 km et puis après la course se déclenche. Voilà, au bout d'une heure de course, la course se déclenche. Moi avant, c'était vraiment, ça n'en finissait pas cette traversée de Paris. C'était infernal. Et la première fois que j'ai vu une étape très courte, c'est sur Paris-Nice. Avant Paris-Nice, j'en avais jamais vu. Et c'est là où je me suis dit, tiens, c'est pas mal quand même les étapes courtes. Mais c'est dur à contrôler. C'est dur en termes de stratégie. Et sur cette étape-là, bah, on a eu des tentatives, bien entendu, de Contador. On a eu également la chute des frères Zeguiré qui perdent le podium. Yates, l'année dernière, il se passe toujours quelque chose sur cette étape du côté de Nice. Même l'équipe la plus forte ne peut pas s'organiser. Hein, même, vous pouvez avoir la meilleure équipe du monde, elle aura du mal à s'organiser sur cette dernière étape parce que, voilà, encore une fois, c'est les montagnes russes et des coureurs qui vont être lâchés au bout de 20 km aujourd'hui sur cette étape-là. Donc, il faut le prendre en compte. Le parcours de cette étape entre Nice et Nice, quand je vous disais que c'était vraiment incontrôlable, comme vous pouvez le voir, ce sont les montagnes russes de l'arrière-pays niçois. C'est-à-dire c'est toujours un endroit assez difficile au niveau de la course. Dernière étape, donc 118 km 500. Il faudra faire attention aux descentes qui sont souvent techniques dans cette région-là, à part sur la fin de parcours. On va revenir un petit peu sur tout ça. On part de Nice, bien entendu, un peu comme hier. C'est-à-dire on va reprendre le début d'étape, les 5-6 premiers kilomètres, ce sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire on sort par la promenade des Anglais et puis on tourne sur la droite assez vite pour aller prendre l'arrière-pays niçois. La différence, c'est que cette fois-ci, on prend la côte de Levance. Alors, Levens, pardon. Côte assez connue hein, sur Paris-Nice, même sur le Tour, on l'a pris. C'est la côte un peu
emblématique de la sortie de Nice, une côte importante, 6 km 2 à 5,8%, côte de deuxième catégorie, vous pouvez le voir. C'est pas... Alors, les portions en bleu, elles sont à la limite du rouge, hein. Vous pouvez le voir parce que c'est 5,9 par exemple pour le premier kilomètre, 6,4, 5,6. C'est une belle mise en jambe. Voilà, c'est pas la côte la plus facile du parcours, loin de là. Donc ça va vraiment mettre en jambe les coureurs. Si l'échappée n'est pas encore sortie, ça peut peut-être servir. Mais je suis pas sûr qu'on aura une échappée qui va faire long feu. Mais il y a encore des points au classement de la montagne. Et je pense qu'au niveau de ce classement, rien n'est fait pour le moment. Je rappelle que j'enregistre, il est 10h20, nous sommes samedi. Hein, donc l'étape n'a pas encore eu lieu, l'étape du col de la Couillole. La côte de l'Evins, donc vous voyez, un passage à 6,4%, un passage à 6,6%, mais c'est assez régulier, entre 5,5% et 6% dans cette montée qui dure quand même 6 km. Hein, là aussi, ça va être une belle mise en jambe pour les coureurs. Pour les sprinteurs aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Voilà, alors certains ont déjà abandonné, je pense à Arnaud Delis, d'autres vont peut-être le faire ce soir en haut du col de la Couillole, mais bon, c'est bien aussi de se tester sur les montées pour les sprinteurs pour voir comment on se débrouille sur ce type de montée pour le Tour de France, parce qu'il faudra grimper des côtes cette année sur le Tour de France, pareil sur le Tour d'Italie, donc ça peut permettre de se tester également. Donc magnifique côte de Levens. Les Vins, pardon, à chaque fois je dis le Vence. Côte de Châteauneuf, ça sera quelques kilomètres après, donc cette côte-là est au kilomètre 20, l'autre est au kilomètre 36,5 au niveau du sommet. Vous voyez également qu'après la côte de l'Evance, ça ne descend pas tout de suite, hein, il y a encore 4-5 km de montée. La côte de Châteauneuf, 5 km 400 à 4,5% de moyenne, côte de deuxième catégorie, 623 mètres d'altitude. Cette côte de toute façon, on ne monte pas très haut en altitude, c'est aussi la particularité de cette étape. Côte de Châteauneuf, un passage à 6,5%, dernier kilomètre et demi plutôt plat. Sinon, là encore, on est entre 5 et 6%, 6% et demi, donc ça reste raisonnable. Surtout que là encore, sur la fin, ça sera plutôt plat. Et puis, ça peut être un moment, cette côte de Châteauneuf, comme vous pouvez le voir, on est encore quand même à 80 km de l'arrivée, donc la course ne va pas encore se déclencher. Ça peut être un moment où on aura l'échappée qui sera peut-être un petit peu partie, on laissera peut-être 1 minute 30 à l'échappée, et derrière, on temporise un petit peu du côté du peloton. On enchaîne tout de suite après au kilomètre 50,5, c'est-à-dire 14 km encore après, avec la côte de Berre-les-Alpes, 6 km 500 à 5,8% de moyenne, côte de deuxième catégorie. C'est pas une côte facile, la côte de Berre-les-Alpes. C'est là encore régulier, mais les deux derniers kilomètres et demi sont les plus difficiles, avec un passage à 6,4% et un passage à 6,3%. Et auparavant, en fait, on est encore une fois à 5,5%, 6%. Voilà. C'est à peu près... De toute façon, sur la journée, à part le col d'Es, on est à peu près sur les mêmes types de montées, c'est-à-dire entre 5 et 6%. Voilà, sur la majorité des montées, je pense à part les deux dernières. Mais c'est pas extrêmement difficile pour tenter de faire des écarts, à part si on monte vite, mais c'est pas non plus facile. C'est des montées, voilà, qu'il faut passer. Et encore une fois, on n'est pas sur des longueurs de 20 bornes, bien entendu, c'est pas 17 km comme hier à Couillole ou 16 km, je sais plus c'était combien la Couillole, mais ça reste quand même 6 km 5, donc c'est à peu près toutes les montées qu'on a pris ressemblent à celles qu'on avait à la Loge des Gardes. Alors un peu moins difficile en termes de pourcentage, mais voilà, on est sur ce type de longueur-là de montée, donc c'est toujours un effort qui se répète. Là c'est la troisième côte de la journée, on aura fait 50 km de course à ce moment-là. 50 km de course. Et je rappelle que les 15 premiers kilomètres sont plats. Ça veut dire qu'en 35 km à peu près, on va enchaîner déjà 3 bosses. C'est déjà à prendre en compte, c'est déjà compliqué pour les coureurs. À ce moment-là de la journée, si vous n'êtes pas au top, vous pouvez déjà être en difficulté du côté de la côte de Berre-les-Alpes. Heureusement, un petit peu derrière, c'est un petit peu plus calme. C'est peut-être l'un des rares moments de transition de la course après cette côte de Berre-les-Alpes. Et on attaque la côte de Peille. Là aussi un classique, on l'a pris à de nombreuses reprises sur Paris-Nice, sur le Tour de France, cette côte de Peille au kilomètre 68,5, c'est-à-dire qu'on aura légèrement, oui, on aura passé la mi-course, on sera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, cette côte de Peille, 6 km 6 à 6,9 de moyenne. Côte de Peille qui est un petit peu toute seule sur le parcours, cette côte de Peille, mais qui est un peu plus difficile que les précédentes. Ça ressemble plus à un col, et avec notamment un passage à 8,9% entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3. Et juste après, on a 7,5%, sinon le reste, c'est 6%. Mais vous voyez, c'est pas si facile que ça. On est surtout en fin de course. Hein, on attaque les 50 derniers kilomètres. La côte de Peille, ça peut être une belle rampe de lancement pour un leader qui voudrait reprendre du temps. Après, faut pas partir seul non plus, parce que derrière, c'est pas non plus extrêmement difficile avant le col d'Ez, mais ça peut être une
possibilité de tenter de renverser la course du côté de la Côte de Peille, vraiment avoir l'idée à ce moment-là de se dire tiens, on va relancer la course qui serait peut-être un petit peu dans un ventre mou après la côte de Berre-les-Alpes. Derrière, on redescend, mais c'est une redescente légère vers la Turbie, le passage au col d'Aise, et qui est sprint intermédiaire, à ce moment-là, sprint bonification, ça sera à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. C'est à prendre en compte, il y aura des secondes de bonification. Si vous avez des écarts très resserrés, eh bien ça peut être intéressant. Et on rentre, on va dire, sur le circuit final quand on arrive à ce sprint bonification à Aise, vu qu'on va prendre pour la première fois la descente. Il faudra bien repérer cette descente. C'est une descente extrêmement rapide. On va avoir des passages où on va dépasser les 100-105 km/h. C'est pas technique, c'est juste que c'est extrêmement rapide. Il y a quelques aménagements routiers, j'espère qu'ils seront bien indiqués parce qu'on a vu qu'à Saint-Paul-Trois-Châteaux, par exemple, il y avait une zone où c'était pas très bien indiqué. Et puis on redescend rapidement vers Nice. Vraiment là, la descente du col d'Aise, c'est très rapide. Ça dure 5-6 km, mais alors ça se fait à très haute vitesse. Il y a un petit peu de plat. Même si on ne va pas sur la ligne d'arrivée, on contourne la ligne d'arrivée pour reprendre en fait tout de suite le col d'Aise. Le col d'Aise, ça va être très dur. 6 km 1, 7,6% de moyenne. Côte de première catégorie, c'est le pied qui est compliqué au col d'Aise. 6,7%, 7,2% et puis 12,2%, ce fameux kilomètre extrêmement compliqué. Alors c'est la version du col d'Aise qui s'appelle, je sais plus, le chemin des je sais plus quoi. C'est la version la plus dure du col d'Aise. Voilà, c'est le versant, on va dire, le plus compliqué. Avec ce passage, donc voilà, à 12,2%. 1 km ensuite un peu plus plat. Et puis ça remonte derrière pour les 2 derniers kilomètres. C'est très compliqué le col d'Aise. Vous avez l'impression que ça n'en finit jamais. Et que vous n'arriverez jamais au sommet. C'est rare sur des cols comme ça de 6 km, mais même à la télévision, vous souffrez pour les coureurs. Vraiment, parce que c'est très compliqué, vraiment. Et le passage à 12,2%, c'est la moyenne au kilomètre. Ça veut dire qu'il y a un peu plus élevé quand même au niveau de ce passage-là. Donc, c'est vraiment pas évident. Et puis ensuite, on redescend de nouveau par Aise. 2-3 derniers kilomètres de plat. On arrive sur la promenade des Anglais. Pour ce final de Nice, le dernier virage doit être au kilomètre à peu près. Enfin voilà, c'est pas extrêmement technique la promenade des Anglais. Voilà pour cette arrivée de l'édition 2023 de Paris-Nice. On saura donc le vainqueur du classement général. La météo, eh bien le temps ensoleillé, route sèche et puis sur le parcours avec entre 20 et 18 degrés, ça dépend des régions, ça dépend des villes, on va dire, sur le parcours. Le vent, plus faible que les jours précédents. C'est vrai que ça fait depuis 2 jours qu'on a eu quand même beaucoup de vent. Entre 15 et 30 km/h. Alors le vent, il sera tournoyant. Ça dépendra des endroits. Il faut savoir qu'il y a la montagne également qui peut jouer sur l'orientation, on va dire, un petit peu du vent, qui peut créer des couloirs de vent. Donc la majorité du temps, ça sera vent de face, 3/4 face. Et à quelques moments, on aura du vent de côté, mais qui tapera l'épaule droite des coureurs. Voilà. Donc le vent viendra de la droite vers la gauche. Voilà pour les coureurs sur la course, en majorité bien entendu, du circuit, du parcours final. Autour de Nice, du côté de la stratégie, c'est très simple. En termes de stratégie, organisation compliquée. Donc je vois bien des coureurs tenter de partir de loin. Alors soit des coureurs qui n'ont plus grand chose à jouer au général, donc qui ne sont plus vraiment dangereux, mais qui se disent tiens, une victoire d'étape sur Paris-Nice, ça peut sauver mon Paris-Nice, ou ça peut faire bien au niveau de mon petit palmarès personnel, ou pour se tester, parce que la veille à la couillole, on s'est complètement raté, on est passé à côté et qu'on a des doutes sur son état de forme. Il y a des coureurs qui peuvent également tenter de renverser la course, c'est-à-dire des coureurs qui seront à 45 secondes, 1 minute, et qui veulent remporter Paris-Nice. Eh bien, il faut à un moment tenter parfois de tout perdre pour pouvoir gagner. Donc pourquoi pas tenter de partir de loin. Moi je pense que comme d'habitude, l'échappée ne devrait pas faire long feu sur cette étape finale du côté du Nice. Les favoris pour moi, j'ai mis Nelson Poles. Pourquoi Nelson Poles? Parcours de moyenne montagne, il est très fort sur ce type de parcours. On l'a vu sur le Grand Prix de la Marseillaise. Il n'est pas proche au général, donc c'est un coureur qui va avoir un petit peu de possibilité de pouvoir sortir. Et puis si
Imaginons pourquoi pas un David Gaudu avec un Nelson Poles. Et bah, David Gaudu peut se sacrifier pour tenter de gagner le général de la course, et puis Nelson Poles, bah, il tire les marrons du feu, il collabore avec Gaudu, et puis voilà, il gagne l'étape. Alors j'ai dit Gaudu, hein, ça peut être un autre coureur, mais c'est une possibilité pour Nelson Poles. Romain Bardet, là aussi, pour le moment, hein, je rappelle que j'enregistre avant l'étape de samedi. Romain Bardet n'est pas totalement collé au classement général avec le leader. Il y a une petite distance. Ça peut donc lui permettre d'aller chercher quelque chose, de tenter de partir de loin. En plus, c'est un coureur qui est offensif, Romain Bardet. Malgré tout, le problème de Romain Bardet, c'est qu'il est loin, certes, pour le moment de la tête de course, mais que derrière lui, il y a encore des coureurs qui sont pas très loin et qui pourraient rouler pour aller conserver une 7e ou 8e place au général. Donc, il faudra voir comment ça peut se passer pour Romain Bardet, s'il aura assez les coups des franches. Jérémy Pogacar, c'est quand même un parcours qui lui convient beaucoup mieux que Vingegaard. Il est en forme pour le moment, Pogacar. Après, s'il est en tête du général, c'est une étape où il faut quand même mieux courir de manière défensive qu'offensive, parce qu'on peut aussi tout perdre, on peut exploser complètement, donc il faudra voir quelle sera la stratégie de Pogacar. Après, certains disent également que la meilleure défense, c'est l'attaque. On verra quelle sera la stratégie de Tadej Pogacar. Et puis parmi les coureurs à suivre, j'ai mis Simon Yates, il aime cette étape-là. On se souvient l'année dernière, il n'est pas totalement collé non plus au classement général. Donc lui, il va peut-être tenter quelque chose. Et puis, il a une équipe solide également qui peut l'aider. Pour l'instant, c'est l'équipe, je dirais, la plus solide sur cette course, sur les étapes de boss. Et puis, David Gaudu, bien entendu, hein, parmi les coureurs à suivre. Après, c'est peut-être pas forcément le parcours qui lui convient le mieux à David Gaudu. C'est peut-être un parcours un peu trop punchy, même s'il a des qualités de puncher, il est peut-être meilleur que lui sur ce type de parcours. Du côté du programme télé, c'est comme hier. Eurosport 2, 13h, France 3, 13h35 pour la prise de direct. Je n'ai même pas vérifié en fait pour tout vous dire. Pour le direct de cette étape, normalement c'est comme ça pour cette étape. Du côté de Nice, voilà, on arrivera aux alentours de 15h à cause du tournoi des 6 nations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!